Je suis sommelier. Je savoure les terroirs et les raconte. Les pentes des coteaux se confondent souvent avec les contours de mon cœur. La saveur des sols me touche et je la partage. Chaque flacon que je découvre est une émotion. Mon métier, c'est partager ces sensations. Bienvenue. Bonjour monsieur, est-ce qu'une coupe de champagne vous ferait plaisir pour débuter? Avec plaisir, oui, je veux bien. Quel type de champagne est-ce que vous préférez? Plutôt rosé, plutôt blanc? Avez-vous un blond de blanc peut-être? Alors nous en avons même deux. Il y a chardonnays qui sont vraiment très fruités, rafraîchissants et à la fois crémeux, qui est très agréable en début de repas. Et le second va être un millésime 2006, on va retrouver un chardonnay qui va être plus généreux, un peu plus complexe à la fois, et un peu plus pâtissière. Très bien. Joli millésime 2006. Très beau millésime, qui se fait de plus en plus rare. Vous allez attraper des notes légères d'évolution, de pâtisserie, noisettes fraîches, c'est vraiment excellent. S'il vous plaît monsieur. Merci. Une excellente dégustation. Merci beaucoup. La première qualité, je pense, du sommelier, c'est la curiosité, être curieux. Être curieux, souvent, je leur dis, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'encépagement, les régions viticoles, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. On apprend petit à petit, on apprend les bases quand on fait ses formations, et après, il faut l'entretenir, de ne pas rester sur ses acquis, d'essayer de toujours approfondir ses connaissances, et puis après, le monde du vin change, il y a de nouveaux vignerons, il y a de nouvelles appellations, il y a de nouveaux décrets, il y a de nouveaux pays qui rentrent au sein du monde du vin. Donc il faut être, toujours rester concentré et puis toujours être à l'écoute de ce qui peut se passer. Maintenant, ce n'est pas qu'une affaire de connaissances, je pense, et de connaissance des appellations et de tous les terroirs français et du monde entier, mais aussi de connaître les hommes qui jouent un rôle majeur actuellement dans la vinification, parce que c'est un monde qui est en perpétuelle évolution et on se doit aussi d'être dans ce mouvement et de toujours se tenir au jour de toutes ces nouvelles connaissances et de toutes ces nouvelles façons de travailler. Moi, quasiment tous les vins que j'ai découverts, ce qui veut strictement rien dire, c'est en posant la question à soit un grand vigneron classique ou quelqu'un qui habite dans la région, quelque chose comme ça. À part vous, qui est-ce qui fait le mieux? Ah ben, va voir le petit gamin qui est là et tout ça. On va voir, puis tout simplement. Historiquement, toute la parcelle qui est en face de nous, là, donc on a là devant, là, ici, là quasi 1 hectare, une vieille vigne, une jeune vigne qu'on a plantée il y a 5 ans. Et puis là, on a repréparé à côté là, pour refaire une plantation cette année. On est situé en plein sous roche, secteur Château-Chalon. Donc là, c'est tout Savagnin. 100%, ouais, monocépage, qui est un petit peu le cépage roi et le cépage de prédilection sur l'AOC Château-Chalon. Moi, je pars du principe qu'il faut garder toujours à l'esprit un point de vue terrien et des bases assez d'observation assez faciles à prendre. Donc là, toi, si je te prends le sol, tu vois quand même très clairement que tu as une belle structure assez grumeleuse. Donc là, il n'y a pas longtemps, donc on est encore assez humide. Et par contre, on a une belle couleur, donc en matière, on est pas mal.
Ouais, elle est très aérienne, la Elle terre. est assez aérienne, assez grumeleuse, et voilà, la biodynamie, c'est ça. Si D'accord. tu vas sur des vignes qui ont été travaillées de manière un peu plus intensive et pas avec la même approche, tu vas avoir des sols plus compacts, plus durs. Tu n'auras pas cette structure-là qui est assez chouette et assez facile. Donc ça c'est visuellement, je veux dire, n'importe qui peut venir dans une parcelle. Tu prends une bêche, un sarcloir, tu prends une poignée de terre et ça peut se voir quand même. Pour moi, si je voyage, c'est plus pour aller sur la terre, pour être dans les vignes, parce que c'est là où tout ça commence aussi. Et donc je préfère dépasser plus de temps dans les vignes que dans la cave. La connexion des vignerons avec sa terre et les vignes, c'est très important. Et pour moi, de voir ça et d'écouter, d'être là, c'est très important pour un sommelier. On ne peut pas être sommelier si on n'a pas cette expérience. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Quand il y a du vin, c'est beau. Après, il y a des régions qui sont plus ou moins mythiques. La première fois qu'on va à Madère ou dans le Douro, on regarde, ou dans le Barolo, on regarde. Voilà, ça vous prend, quoi. Ça vous prend aux tripes et vous comprenez pourquoi. Oui, effectivement, la vigne fait quelque chose de magique dans ces endroits-là. Les régions viticoles où l'humain est encore très présent, où on peut avoir un ressenti de ce rapport à la terre, où il y a une préservation de l'environnement aussi, où c'est pas une marée de vignes, mais ça reste sur de la polyculture. Il y a une intégration du culturel et du patrimoine. Ça c'est très très fort. C'est chouette, c'est gai comme aromatique déjà. Ouais, je trouve que ça... Il y a un bel entrain floral qu'on aime toujours avoir sur les beaux chardons. On a envie de l'aborder, ce vin. Parce que l'olfactif, quand même, est souvent décisif. Ouais, c'est presque assez fruit du verger, finalement. Presque un peu poire fraîche. J'aime bien ce style de vin. Ça pourrait avoir une des tonalités un petit peu bourguignonne dans l'âme. Voilà. Mais dans le style, ça reste, je pense, des beaux vins de gastronomie à en devenir. Disons que ça permet de positionner le vignoble du Jura, même sur un chardonnay, avec un esprit bourguignon, mais sur un terroir bien... J'ai toujours été charmé par les îles. Là. Sur ces cuvées-là, c'est des cuvées que je travaille déjà au restaurant. Et avec peut-être un vin un peu plus charnu sur ce millésime 2018. Plus de matière. Vendange 2016, donc millésime avec un petit peu de maturité, 3 cépages, petit mansingue, gros mansingue et petit courbu. Des vins toujours très purs, très frais, très toniques. Le millésime veut qu'on ait un vin un tout petit peu plus aromatique. Deuxième style de vin pour goûter autre chose, c'est donc foudre à canon, 100% naturel, donc c'est le Savagnin sur le millésime 2016. Ça c'est 24 mois d'élevage que dans des grands foudres avec un petit peu de contact sur la lie pour avoir des vins un peu plus volumineux. Voilà, deux entités bien distinctes, deux styles de vin radicalement opposés, mais toujours cette même volonté de faire des vins frais et toniques pour commencer le repas. Je dirais que moi, étant en plein cœur d'une capitale viticole française, on parle d'Arbois, on parle de la capitale des vins du Jura. On a l'avantage, depuis maintenant 20 ans que nous sommes dans la région, d'avoir fondé une clientèle locale très importante. Donc les vins jurassiens, ils l'ont aussi à portée de main. Donc c'est logique pour moi aujourd'hui d'établir une carte des vins qui soit outre Franche-Comté et outre France. Parce que si on n'ouvre pas un petit peu les yeux sur ce qu'il se passe dans nos régions voisines et dans nos pays voisins, ça serait occulter le monde du vin. Et en tant que sommelier passionné, je n'aime pas que le vin jaune, je n'aime pas que les vins jurassiens, je n'aime pas que les vins français, j'aime aussi les grands vins du monde. On va dire que 7 bouteilles sur 10 quand même qui sont vendues ici au restaurant sont jurassiennes. Donc il ne me reste plus que 3. Donc une vin du monde et 2 outre-Franche-Comté. Quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, il y avait les grands restaurants et il y avait les brasseries de coin.
de coin de rue, enfin les Auvergnats comme on appelle aujourd'hui, tout ça, et l'entre-deux était très compliqué parce que la bistronomie n'existait pratiquement pas, la sélection des produits, l'accessibilité aux produits était quand même très très difficile. Maintenant tout ça, ça s'est démocratisé et tout le monde a accès sensiblement aux mêmes produits, travailler différemment, travailler avec un petit peu plus de classe, plus simplement et tout ça. Mais aujourd'hui tout ça arrive à cohabiter ensemble et je pense que c'est une très très bonne chose pour la table française, et je pense que Paris, la France également, mais Paris n'a jamais été aussi dynamique qu'aujourd'hui au niveau de la restauration. C'est l'ouverture d'esprit est là. Je pense qu'aujourd'hui, tous les établissements, il y a une envie aussi d'ouvrir la carte des vins, d'explorer des autres vignobles du monde. Je pense que les sommeliers aussi, il y a envie d'explorer beaucoup des autres choses. Et aussi la clientèle française aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouverte à découvrir, à voyager avec les vins. A tutti diamolisce Ugo l'impeto, pensando a quella libertà. La magie des sens a pour vocation d'éveiller tous vos sens. Ça, c'est la première des choses, à travers cette remontée en mer qui vous fait visiter à la fois le littoral, notre patrimoine, notre culture, je le disais, à la fois sur l'histoire de ce lieu, et puis bien sûr à travers la dégustation. On commence par un accord, on a l'habitude sur la magie des sens de proposer des vins d'abord, bien sûr des vins corses, mais particulièrement des vins d'une appellation en particulier, celle qui nous concerne ici même, c'est-à-dire l'appellation d'Ajaccio contrôlée. Je crois que la première des motivations, c'est mes origines personnelles. Je suis petit-fils de vigneron et donc lié aussi à la vigne, à l'histoire de la vigne, au terroir. Et j'avais peut-être envie d'ouvrir les portes à toutes ces personnes qui ne connaissaient pas forcément l'origine du vin. L'endroit où on le produit, l'endroit où on cultive, présenter le terroir, présenter un petit peu le savoir-faire aussi, parce qu'on boit des bouteilles, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc voilà, on ouvre des portes. Donc tartare de tomates avec les mêmes condiments qu'un tartare de bœuf. Sorbet à l'oseille et ces bâtonnets croustillants de pommes de terre. Et pour accompagner les tartares, un Côte de Provence rosé en 2018. Essentiellement avec du cinsault pour apporter le côté fruité tout en gardant beaucoup de fraîcheur pour respecter l'acidité et le côté épicé frais du tartare. Profitez bien. On a beaucoup de types de clientèle différentes. On a des clients qui sont connaisseurs de gastronomie, de vin, donc on a beaucoup d'échanges avec eux, et d'autres qui s'y connaissent très peu, donc on peut vraiment échanger beaucoup de choses avec eux, leur apprendre des choses, et je pense que c'est ça aussi qui donne vraiment l'envie de revenir un peu tous les jours. On a toujours une situation un peu comme ça dans la journée, et on est toujours satisfait ou content quand les clients nous remercient et nous disent voilà, merci, on a appris quelque chose, ou on a goûté quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout ce soir ou ce midi. Il faut juste apprendre à gérer le stress, apprendre à faire avec, et justement à s'en servir comme boostant, comme énergie qui nous pousse à faire de notre mieux. C'est prenant, il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à faire, donc on s'investit de plus en plus chaque jour, donc c'est riche en connaissances et riche en contacts aussi. L'équipe est formidable, variée, et qu'après il faut, je pense, un bon chef d'orchestre pour agencer, organiser les personnalités, les caractères de chacun. Et je pense qu'ici, c'est très bien fait. Nous, on n'est pas là pour juger ce que les clients veulent. Le seul point de jugement que j'ai, c'est si le client part avec le sourire, il est content, s'il paye, tant mieux. C'est la seule chose qui est importante pour nous. Tout le reste, oui, la précision, c'est important. Pour moi, la précision, c'est de s'intéresser au client. Personne ne veut, est-ce que la température vous convient? Pour l'instant, c'est très bien. N'hésitez pas, si la température monte, vous me faites signe, je vais la rafraîchir. Le mot d'ordre, pour moi, c'est celui-là, s'intéresser au client. Et pour moi, c'est d'être présent, d'être au contact du client et tout ça, ça vaut toutes les techniques du monde. Si vous avez de l'empathie pour le client, si vous aimez vraiment le client, vous n'avez quasiment aucune chance de vous tromper.
La dégustation, eau de vie spiritueux comme la dégustation d'un vin, c'est une relation intime qu'on a avec le produit. Ça fait appel à sa propre sensibilité, à sa propre palette, à ses propres souvenirs. Donc il faut toujours avoir dans l'idée que c'est ses propres sensations qu'on ressent. Vous goûtez un vin, vous sentez le cassis et tous les autres à côté sentent la framboise. C'est vrai qu'à un moment, on peut se persuader que ça sent la framboise. Sauf que dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, quand vous allez goûter ce vin, ça va sentir le cassis parce que pour vous, ça sent le cassis. Et donc, c'est de se dire, eh ben, le cassis, moi, quand je sens le cassis, ça veut dire que c'est certainement ce cépage, certainement cette région, c'est mon repère. Il est à moi, c'est le mien, c'est mon repère. Donc, il faut garder dans l'idée que voilà, il faut se créer ses propres repères, ses propres identités. Dans le vin, c'est quelque chose, mais dans les reconnaissances d'eau de vie spiritueux, c'est très important. Mais des fois, quand on dit, OK, un sommelier français, s'il peut décrire les vins, des fois, c'est très poétique, mais à niveau de, OK, mais l'acidité, c'est comment? Les tanins sont comment? Les corps, c'est comment? Il y a des mal à faire la description ponctuelle de la structure de vin. Si on fait la dégustation seulement pour les concours, c'est une chose. Si on fait master, c'est autre chose. Si on mélange les deux, je pense qu'on peut trouver un très bel équilibre, parce qu'on peut être plus précis. Et aussi, j'adore toutes les paroles et toutes les poésies, mais des fois, il faut dire, bon, ok, mais cette vin, c'est high acidity ou c'est frais tout le temps. Non, donc ça aide aussi la structure et les côtés déductifs, je pense. Oui, il faut les deux, ouais. C'est qualité et quantité, quoi. La France, c'est très qualitatif, l'US, c'est très quantitatif, donc l'idée, c'est de mettre un peu les deux, quoi. La dégustation à l'aveugle, pour moi aujourd'hui, est d'ontologie parce que tout simplement, c'est une perception du sol sur lequel on marche tous les jours. C'est un acquis qui te permet en tout cas d'avoir ou de maintenir ton goût sûr. Et encore une fois, si en plus tu arrives à te rapprocher le plus près possible donc de l'appellation, pour moi ça représente, c'est le summum de la culture, de l'éducation, de l'humanisme. Et ça c'est... Et par rapport à ce que tu nous avais proposé, Chablis, donc j'ai imaginé, bien sûr, le dédroche tout de suite. Donc après, sur le millésime, c'est un millésime 2017. Là, on est sur un parcelle lentologique, c'est-à-dire matrouillen, c'est la tête de cheval. C'est 1,5 hectare. Amertume, c'est un élément très important, parce que pour le chinois, on dit d'abord acide, ensuite sucré, amer, ensuite piquant. Donc c'est des éléments qu'on cherche. Pour moi, le plus bel équilibre, c'est justement l'homme arrive à contrôler sa amertume. Amertume, quand il rentre dans la bouche, en général, ça transforme en longueur. Et immédiatement se retourner de sucre immédiat, c'est important parce qu'on peut boire un thé, on a l'impression c'est amer dans l'immédiat, mais quelques demi-secondes après, il transforme en d'autres éléments. Fleuris, minéralité, végétaux, ça peut aller aussi jusqu'à vraiment une certaine épaisseur. C'est ça l'amertume. Donc, comment construire l'amertume? C'est un chemin qui chaque grand maître de thé, il cherche justement. On va faire un petit atelier donc, pour Charlotte, une de nos apprenties. 3 eaux de vie blanches, 3 eaux de vie brunes. Alors l'idée, comme souvent je leur dis, c'est comme pour les eaux de vie comme pour les questions. Si je leur fais des questionnaires sur lesquels ils peuvent répondre à toutes les questions, ça n'a aucun intérêt. Le but des questionnaires, ce n'est pas forcément de trouver, c'est d'apprendre. Et quand on fait une dégustation aussi sur les eaux de vie spiritueux, de temps en temps, je leur mets toujours un produit qui a peut-être une spécificité particulière et surtout dans l'approche d'une réflexion. Gin. C'était dur ça. À côté, un petit peu sur le fenouil, sur l'anis, c'est l'aquavite. Ah, Tafel. j'ai failli dire vodka, ouais. Mais... Ouais, c'est pas loin, mais... Mirabelle. Mirabelle. Rhum.
Eau de vie de canne à sucre, Eau de rhum. vie de canne à sucre, c'est ça. Rhum. Eau de vie de vin. Armagnac. Pas loin. Cognac. Eau de vie de Mar. Eau de vie de Mar. Mar de Bourgogne. On parlait tout à l'heure des repères. Voilà. Moi, quand ça sent, je dis souvent, moi je sens, ça sent un peu la punaise, un peu ce côté, c'est un Mar. Ouais, c'est très sec. Puis de grain. Bourbon. Bourbon. Il faut être hypersensible de la nature, je pense. Hypersensible. De la nature, d'un produit, d'un geste qu'on va faire, de ce que l'on va voir, ce qu'on va entendre, de ce que l'on va pouvoir toucher. Parce que je ne peux pas croire qu'on puisse déguster un vin en n'ayant pas cette envie de vibrer et en n'ayant pas cette envie d'être fusionnel avec. Bien déguster, c'est aussi évidemment partager, mais c'est parfois être seul aussi. Être seul avec un vin, c'est une expérience. C'est aussi une manière de mieux le comprendre et de voyager avec lui, parce que les vins vivants sont des vins qui ne se servent pas en 5 minutes. Je pense que quand on passe 1 heure avec eux, c'est pas mal. On en ressort heureux, grandi, d'avoir pu discuter et d'avoir pu être finalement captivé et capté, émerveillé. Vraiment créer un petit lit de glace, de façon à ce que ce ne soit pas non plus trop agressif pour le champagne, respecter sa température. Hop, on peut passer totalement à côté d'un vin ou à côté d'un champagne parce que la notion de température n'aura pas été respectée, on n'en aura pas compris l'ambiance finalement. Le verre, la verrerie va avoir une importance capitale pour comprendre l'énergie, pour comprendre les arômes, pour comprendre la densité du vin, toutes ces notions finalement qui se ressentent aussi par la verrerie et par le service et par le respect du produit. Quand tu touches un verre, quand tu prends un verre en main, il se passe quelque chose. Quand tu prends une bouteille en main pour aller la servir et la faire partager, il y a une matière que tu soutiens, il y a un froid que tu portes, une certaine température aussi que tu sens. Entre-temps, il y a des choses qui se passent, donc tu entends des choses, tu vois des choses. Alors, il faut que tous tes sens soient ouverts et que tu portes attention à tout ce qui t'entoure et de manière prépondérante le plaisir du client. On t'a amené le nouveau plat qu'on a mis à la carte. Donc c'est de l'esturgeon. On n'a pas l'habitude de le travailler souvent, parce qu'on fait les œufs. On l'a travaillé avec mi-fumé, avec un beurre de Vadouvan. On a mis une émulsion d'oseille, un petit gâteau de champignons et les petits énoux. Quand tu parles de Vadouvan, c'est Les épices, un mélange d'épices. D'accord, ok. Super. Et puis les champignons, tu m'as dit, c'est le Les petits enoki là. Enoki. D'accord, ok. Un champignon japonais, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Il faut prendre une émulsion d'oseille aussi.
Et ça sera servi dans l'assiette creuse, hein, comme ça. Oui, Okay. oui, pour garder l'émulsion. Super. Et c'est vrai qu'à l'odeur, cet aspect fumé, on y est, hein, on y est complètement. Hein. On est dans l'accord maison. Vous goûtez plutôt le blanc, le rouge, vous goûtez les deux? Le rouge. Ouais, avec le brocoli, tu vois, il faut mettre le rouge. Le rouge. Ouais. Donc la garniture, elle est décisive là. Quand un chef vient vient voir son sommelier, entre guillemets, et son beau-fils pour dire, bon ben voilà, qu'est-ce que tu penses de ma cuisine? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va... Donc c'est qu'il y a une vraie collaboration, une vraie envie de collaboration. Et ça, on aimerait que ça se passe comme ça dans toute la restauration française et du monde, quand le chef a compris que le client va passer un bon moment autour d'un verre de vin et autour d'une assiette, c'est quand même magnifique. Hein. Donc je suis très heureux de cette collaboration, évidemment, et ça se passe très bien. Oh, magnifique! Ce sont de belles assiettes. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez choisi? Bon, en fait, madame, elle a choisi le persil d'Étigne finalement et l'affront d'Ambert. Et pour messieurs, on a le Beaufort d'Alpage, le Saint-Nectaire et le Comté. Magnifique. 40 mois. J'adore. Tu sais bien présenté. Voilà. C'est fou. Comme si je le fais tous les jours. Alors, madame, avec cette assiette, et notamment des fromages un peu corsés, assez fondants en texture, j'aimerais vous suggérer un vin de Porto. Jouer comme ça sur la sensation un peu juteuse de la cerise, les touches d'épices qui vont comme ça apporter une sorte de fraîcheur et s'aligner sur l'onctuosité du fromage. Et là, c'est le grand classique, c'est le Château Chalon. Super. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Jamais encore. Jamais. C'est le vin jaune du Jura. Ce sont des vins qui sont vieillis sous un voile de levure pendant près de 6 ans. Et cela confère au vin une sensation de noix, presque d'épices, de curry. On fait comme ça. Sec. Et c'est sec. C'est sec, d'accord. Ça vous va? Ah, avec plaisir. Allez, on essaie. Merci. Chacun a une créativité différente et chacun peut apporter, contribuer par sa créativité à mettre en avant de nouvelles techniques ou de nouvelles pratiques. Mais bien sûr, il y a aussi une tradition qu'en France on essaye de garder aussi, des techniques qui sont aussi mises en place, sont aussi pour faciliter la mise en œuvre de certaines pratiques. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de l'apprentissage, c'est ici que dans les écoles, on sème la graine, on arrose, mais que cette plante, elle grandit, elle continue à grandir, même quand les élèves ont quitté l'école. On leur donne de l'envie. Après, bien entendu, c'est eux qui vont grandir en se frottant, si l'on peut dire, à la pratique dans la profession. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, c'est la transmission, c'est le partage. On sait qu'on va répéter plusieurs fois par jour, par semaine, par mois les mêmes choses. On sait qu'on perdra plus de temps à faire les choses qu'à les faire soi-même. Il faut surtout mettre en valeur les qualités de chacun et non pas appuyer sur les défauts de chacun. L'exemple est certainement la meilleure preuve pour l'apprentissage, donner l'exemple. Mais le plus difficile, c'est de motiver et passionner ses équipes. Donc il faut devenir passionnant. Et on devient passionnant que si on est humble, que si on est modeste et que si on est soi-même finalement. Ça ne sert à rien de vouloir jouer le chef sommelier, de vouloir jouer celui qu'on n'est pas. Le message passera jamais. Si je peux donner un seul conseil, c'est rester soi-même et sans vouloir esbrouffer. Pour moi, le vainqueur doit être celui qui me donne le plus envie de consommer et qui va parler à un moment donné tellement avec son cœur ou sa personnalité qui pour moi, devrait être en tout cas au-dessus du lot. Parce qu'au niveau connaissance, au niveau compétence, tout le monde se tient sur un simple fil. Mais pour moi, ce qui va faire la différence, ça va être celui qui va me faire le plus rêver à ce moment-là. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, restaurant classique. Le vin numéro 1 que j'ai dégusté, donc un vin rouge clair, limpide, brillant, à la robe rouge, au reflet légèrement rosé, avec un disque de moyenne importance. La viscosité est faible, il n'y a pas de coloration dedans. Je pense que vous avez compris que le premier atelier était un atelier de dégustation.
Le premier nez est relativement fermé avec une petite touche de réduction métallique qui laisse juste entrevoir des notes de baie rouge, fraîches et croquantes, une petite touche végétale. Je dirais souvent, en Italie, je pense qu'on est sur un vin de paille. Et un élevage un petit légèrement fumé. C'est un nez qui a besoin d'élévation. Je sais par cœur. La première promotion des vins fait 2000, la troisième vin fait 2008. C'est un vin que je servirai en beurre à Bourgogne. Peut-être travailler un petit peu juste pour parler de la petite réduction que j'ai initialement. Une infusion de cassis. Le lauréat de la 30e édition du concours du meilleur sommelier de France, un lauréat unique puisqu'il s'agit d'une lauréate, Madame Pascaline Lepelletier. Les sommeliers d'aujourd'hui sont la continuité de ce que nous appelions hier les échansons. Ce métier change au fur et à mesure que les millésimes passent. Ce qui était autrefois typiquement français se voit perdurer et diversifier au niveau mondial. Maintenant, des styles et des façons de présenter, servir le vin et les boissons apparaissent autant qu'il y a de personnalités. Partager, voyager, raconter nos terroirs, nos cultures et les hommes qui les subliment rendent nos quotidiens passionnants. Autour de nos tables, ce qui nous rapproche tous, ce sont nos sensations.